Bon, on continue. Pourquoi certaines remarques te traversent sans laisser de traces et d'autres te détruisent pendant des semaines? Ça n'a rien à voir avec la gravité de ce qui a été dit. Ça a tout à voir avec ce que tu penses de toi. Si quelqu'un te traite de mauvais cuisinier et que tu sais que tu cuisines bien, tu rigoles. Tu te dis, bon, le pauvre, il connaît pas mon risotto. Mais si quelqu'un te dit que t'es pas à la hauteur, au travail, en couple, en tant que parent, en tant qu'ami, et que quelque part en toi, dans un coin que t'éclaires pas souvent, ça se doute, là, ça brûle. Là, t'as envie de te battre. Pas contre lui, contre le doute. Et c'est exactement là que se situe le travail. Pas dans la réponse à l'autre, dans la réponse à toi-même. Parce que l'insulte ne crée pas la blessure. Elle appuie dessus. Elle trouve un endroit sensible qui existait déjà et elle met le doigt pile là où ça fait mal. L'autre est juste le messager. Le vrai combat est en toi. Et c'est ça que les stoïciens avaient compris. L'honneur, ça commence à l'intérieur. C'est Cléante qui revient chaque matin. C'est pas le type qui gueule dans un bar parce qu'on l'a mal regardé. C'est pas le mec qui réclame le respect sans rien faire pour le mériter. Ça, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la chose la plus fragile au monde. Un mot suffit à le casser. Le vrai honneur, c'est connaître ta valeur, avec tes failles, tes limites, les côtés que t'aimes pas chez toi, et ne plus avoir besoin que quelqu'un d'autre te le confirme. Et quand on est là, les remarques, elles glissent. Elles ont plus d'endroits où s'accrocher, parce que tu as construit quelque chose de solide en toi. Et quelqu'un de solide, on peut le bousculer, mais on ne peut pas le renverser. Marc Aurèle écrivait cette phrase que je relis souvent. La meilleure des vengeances, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. La meilleure des vengeances, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Je te laisse digérer ça 2 secondes. Si quelqu'un te manque de respect et que tu ripostes avec la même violence, le même mépris, le même petit air, tu n'as pas gagné. Tu es devenu lui. Et il a gagné 2 fois. Une fois en t'insultant, une fois en te faisant descendre à son niveau. Tandis que si tu restes debout, pas en serrant les dents, pas en faisant semblant, mais vraiment debout, ancré dans ce que tu es, c'est lui qui se retrouve seul avec son attaque. Et crois-moi, cette solitude-là, elle est bien plus lourde à porter que n'importe quelle réplique. Et là, faut qu'on parle du silence. Parce que c'est un sujet qu'on aborde presque jamais. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus sous-estimée qui existe. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu ne réponds pas par peur, pas parce que t'as pas les mots, pas parce que t'as la trouille, mais parce que tu choisis de ne pas répondre, il se passe quelque chose de bizarre. Le malaise change de camp. T'as déjà vu ça? Bon, peut-être que tu l'as vécu. Quelqu'un lâche une remarque acide, une petite pique, une phrase clairement faite pour te diminuer. Tout le monde attend la riposte. C'est presque un spectacle. Et toi, tu regardes la personne, calmement, peut-être avec un demi-sourire, et tu passes à autre chose. Tu continues ta phrase comme si de rien n'était. Et tu changes de sujet avec une tranquillité qui ne se joue pas. Le silence qui suit, il t'appartient pas. Il appartient à l'autre. Parce que son attaque avait besoin de ta réaction pour fonctionner. C'est comme un comédien qui fait une blague et personne ne rit. Sans ta réaction, c'est juste quelqu'un qui a dit une chose bizarre au milieu d'une conversation. Et tout le monde l'a vu. Tout le monde a noté. Pas toi qui t'es fait avoir, lui qui s'est affiché tout seul. C'est contre-intuitif. On pense que ne pas répondre, c'est se soumettre, que le silence, c'est de la faiblesse. Mais enfin, réfléchis 2 secondes. Pense aux gens que tu admires vraiment, les gens solides, les gens qui dégagent quelque chose. Est-ce que ce sont ceux qui s'emportent au moindre affront, ceux qui montent dans les tours dès qu'on les pique? Ou est-ce que ce sont ceux qui restent stables, les gens qu'on ne peut pas faire trembler, les gens qui gardent leur encre quand tout le monde perd la sienne? Ce qui déstabilise le plus quelqu'un qui te provoque, l'absence de réaction. Pas une meilleure punchline, juste le vide. Parce que le provocateur a besoin de ton émotion. C'est son carburant. Si tu ne lui donnes pas, il est perdu.
Il a lancé un hameçon et rien n'a mordu. C'est presque comique quand tu y penses. Il y a une anecdote sur Caton d'Utique, une des figures les plus respectées de Rome, un stoïcien pur et dur, le genre qu'on n'ose pas regarder de travers. Un jour, au bain public, quelqu'un le frappe. Pas une tape, un vrai coup. Caton ne dit rien, ne bronche pas. Plus tard, l'autre revient, confus, s'excuse. Il ne l'avait pas reconnu. Et Caton répond simplement « Je ne me souviens pas d'avoir reçu un coup ». Ni provocation, ni théâtre. C'est quelqu'un qui a décidé que ce qui vient de l'extérieur ne change rien à ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, cette stature-là, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est pas réservé aux philosophes antiques ou aux moines sur une montagne. C'est accessible, à toi, maintenant, là où tu es dans ta vie. Pas du jour au lendemain, non, mais ça se construit comme un muscle, à chaque occasion. À chaque remarque. Chaque fois tu choisis, est-ce que je ramasse ou est-ce que je laisse par terre? Et attention, je ne dis pas que c'est facile. C'est même très dur au début. Ton corps va te crier de réagir. Ton orgueil va te supplier de riposter. Et les premiers temps, tu vas probablement craquer. Tu vas lâcher la réplique. Tu vas regretter. Et c'est normal. C'est le processus. L'important, c'est pas d'être parfait dès le premier jour, c'est de remarquer, de te dire, même après coup, tiens, là j'ai réagi par réflexe. La prochaine fois, j'essaie autrement. Et progressivement, le délai entre le stimulus et ta réponse va s'allonger. De rien du tout à une seconde, d'une seconde à deux, de 2 à 5. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de te retenir, parce que l'impulsion elle-même a changé. Tu ressens toujours quelque chose, mais ça ne te contrôle plus. Et ce jour-là, quelque chose a changé pour de bon. Bon, faut qu'on parle du piège, parce que sinon je te rends un mauvais service. Le piège, c'est de confondre la grandeur avec le refoulement. De faire du calme stoïcien un masque de plus. Tu connais ces gens qui restent calmes, mais tu sens que ça bouillonne dedans, qui te disent « Non, non, ça va », avec les mâchoires tellement serrées que tu pourrais casser une noix entre leurs dents, qui sourient, mais dont les yeux sont morts. Ça n'a rien à voir avec le stoïcisme. C'est du refoulement avec un emballage philosophique. Et c'est pire que d'exploser. Parce qu'au moins l'explosion, elle sort. Le refoulement, il reste. Il fait des dégâts en silence, pendant des mois, des années. Je sais de quoi je parle d'ailleurs. J'ai fait ça, longtemps. Me dire que j'étais au-dessus, que ça me touchait pas, que j'étais, tu vois, stoïcien. Alors qu'en vrai, je serrais les dents tellement fort que j'avais mal à la mâchoire le matin. Ça ressemblait à du détachement, mais en vrai, c'était de la survie déguisée en sagesse. Et j'ai mis du temps à voir la différence. La vraie grandeur, celle dont je te parle, elle part pas de « rien ne me touche ». Elle part de « je sais ce qui me touche et pourquoi ». Et j'ai fait la paix avec ça. La différence est énorme. L'une te demande de l'énergie en permanence, l'énergie de faire semblant, et c'est épuisant, crois-moi. L'autre n'en demande presque pas, parce que t'as plus rien à cacher. Parce que oui, ça touche, évidemment que ça touche. Quand quelqu'un que t'aimes te parle mal, quand un ami que tu respectes te rabaisse devant les autres, quand un collègue que t'appréciais se fout de ta gueule dans ton dos, oui, ça fait quelque chose. Et nier ça, c'est se mentir. Les stoïciens n'ont jamais dit « ne ressens rien », jamais. Ça, c'est la caricature. Le stoïcien de pierre avec un cœur de marbre, ça n'a jamais existé. Ils ont dit « comprends ce que tu ressens, observe, nomme, traverse ». La nuance est énorme. Quelqu'un de grand, ça ressent tout. Ça choisit juste ce que ça en fait. Et ça, c'est une force que personne ne peut te donner et personne ne peut te prendre. Tu la construis jour après jour, dans la façon dont tu te tiens quand ça va pas, dans les mots que tu choisis de dire et ceux que tu choisis de garder, dans ta capacité à encaisser un coup sans perdre ta forme. Comme un arbre dans le vent,
Il plie, il bouge, mais il reste ancré. Et le lendemain, il est toujours là, toujours droit, toujours lui. Et c'est ça l'honneur, le vrai. Pas celui des films, pas celui des bagarres de parking et des clashs sur Internet. L'honneur, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Comment tu te tiens un mardi soir quand tu es fatigué et que quelqu'un te cherche? La décision, renouvelée chaque matin, de vivre selon tes propres standards. Épictète avait ce concept, la prohérésis. En gros, c'est ta faculté de choix, la seule chose qui t'appartient vraiment, totalement, que personne ne peut atteindre. On peut te prendre ton travail, ta réputation, tes amis, même ta liberté, mais personne ne peut te forcer à juger les choses d'une certaine manière. Personne ne peut entrer dans ta tête et décider que telle remarque va te détruire la journée. Ça, c'est toi qui le fais. Toujours. Et quand tu réalises ça, pas juste dans ta tête, dans tes tripes, dans ta façon de traverser une journée, quelque chose bouge en toi. Tu arrêtes de courir après la réplique parfaite. Tu arrêtes de rejouer les scènes dans ta tête en cherchant la version où tu gagnes. Tu arrêtes de donner aux autres le pouvoir de ruiner ta soirée avec 3 mots prononcés au mauvais moment. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as compris que leur opinion de toi, c'est leur affaire. Ce que tu vaux, ça, c'est ton affaire à toi. Et personne n'y touche. Et ça se voit d'ailleurs. Les gens le sentent chez quelqu'un, cette solidité. Ils ne savent pas toujours l'expliquer. C'est dans la façon de parler, de se tenir, de réagir quand ça chauffe. Mais ils le sentent. Il y a une espèce de gravité tranquille chez ces gens-là. Une présence. Et les autres, même ceux qui voudraient les rabaisser, ils hésitent. Parce qu'ils savent instinctivement que ça sert à rien, que cette personne n'est pas jouable, qu'elle a quelque chose en elle qu'on ne peut ni acheter, ni casser. Et d'ailleurs, tu portes déjà ça en toi. C'est déjà là. T'as pas besoin de l'inventer, de le fabriquer, de le mériter. Le monde passe son temps à essayer de te le faire oublier. Les remarques, les regards, les petites humiliations du quotidien, tout ça c'est du bruit. Du bruit qui te fait croire que t'es moins que ce que tu es. Mais le bruit finit toujours par s'éteindre. Et ce qui reste, quand le silence revient, c'est toi. Avec tout ce que tu portes. Et ça, les gens qui te manquent de respect, ils le sentent justement. Ça les dérange. Parce que quelqu'un qui dégage cette solidité sans la chercher, ça met les autres face à ce qu'ils ne sont pas. Et au lieu de bosser sur eux-mêmes, ils essaient de te ramener à leur niveau. Avec un mot, un ton, un regard. Mais éteindre quelqu'un qui brille de l'intérieur, bonne chance. Tu peux souffler sur une bougie. Tu peux pas souffler sur un feu de forge. Les grandes figures de l'histoire, les vrais, pas les personnages, ils avaient tous un point commun. Ils se sont tous fait insulter, rabaisser, humilier. Marc Aurèle se faisait critiquer par son propre Sénat. Sénèque a été exilé sur une île pendant 8 ans par un empereur capricieux. Épictète était un ancien esclave. Tu imagines le nombre de fois où on lui a manqué de respect. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a construit sa grandeur sur la riposte. Ils l'ont construite sur le refus de se laisser définir par ce qu'on leur faisait. Et regarde, où sont leurs insulteurs aujourd'hui? Personne ne connaît leur nom. Personne ne se souvient d'eux. Ils ont disparu dans l'oubli. Tandis que ceux qu'ils voulaient rabaisser, on les lit encore chaque jour. On les cite. On les étudie. Le mal échoue. Toujours. Pas forcément le jour même. Pas forcément l'année même. Mais sur la distance, toujours. Parce que le mal détruit. Et ce qui détruit ne dure pas. Tandis que ce qui élève, ça traverse les siècles. Et cette décision-là, ce choix quotidien, répété, obstiné, c'est ce qui en a fait des gens dont on parle encore 2000 ans plus tard.
Et tout ça se joue pas dans les grands moments. Ça se joue un mardi matin quand ton collègue fait un commentaire et que tu décides de ne pas rentrer dans son jeu. Ça se joue un dimanche soir quand ta famille remet en question tes choix et que tu souris au lieu de claquer la porte. C'est là, dans ces moments que personne ne filme et que personne n'applaudit, que tu deviens qui tu veux être. Marc Aurèle avait cette habitude, il en parle dans ses pensées. Chaque matin, il se rappelait qu'il allait croiser des gens ingrats, arrogants, trompeurs, envieux. Et il ajoutait, « Ils sont ainsi parce qu'ils ne distinguent pas le bien du mal. » C'est de la lucidité, pas de la condescendance. La plupart des gens qui te manquent de respect ne le font pas contre toi. Ils le font depuis leur propre confusion, par insécurité, par frustration, par habitude, par une souffrance qu'ils ne savent même pas nommer. Le type qui te rabaisse en public, 9 fois sur 10, c'est un type qui se sent petit, qui a besoin de rapetisser les autres pour se sentir à la bonne taille. Et quand tu vois ça, quand tu le vois vraiment, pas comme un concept, mais comme une réalité, ta colère se transforme en quelque chose d'autre. Pas en pitié, le mot est trop fort, plutôt en, comment dire, en clarté.